Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma et plus globalement des métiers de l'audiovisuel. Moi c'est Cédric et je suis une fois de plus avec mes compères Léandre. Salut Cédric. Salut Léandre. Et Martin. Salut. Hello. Et aujourd'hui du coup on est en compagnie de Léo du coup qui va nous parler un peu de son métier. Bonjour Léo. Salut les gars. Salut. Et du coup Léo, comment tu te présenterais et comment tu définirais ton métier? Du coup je m'appelle Léo, j'ai 28 ans et du coup je travaille dans l'audiovisuel dans le domaine de la télévision. Et mon poste serait technicien vidéo. L'intitulé exact, c'est chef d'équipement de la régie. D'accord. Mais on va pouvoir en parler après, je pense. Voilà. Du coup, c'est quoi un peu ton parcours qui t'a amené à faire ce métier-là? J'étais plus parti pour faire du son à la base. Et via mes expériences, je me suis plus dirigé sur un BTS. Et j'ai choisi plus la vidéo au final. Ok. Donc bac pro, BTS. Et après mon BTS, j'ai été embauché dans une entreprise. Du coup, tu faisais des courts-métrages, t'as fait d'autres métiers, j'imagine, avant? Alors, en perso, moi, du coup, j'étais plus attiré par le son, donc j'avais plus fait des prestations sur le spectacle vivant, donc plus des concerts, des théâtres, voilà, j'avais fait des petits boulots comme ça. Et après, via le BTS, on avait fait pas mal de tournages, en effet, que ce soit fiction, clips, un peu des bêtises, des fois, voilà quoi. Ouais. Ouais, du coup, pour contextualiser, en gros, avec Léo, on se connaît depuis pas mal de temps. Et je sais que quand il était parti donc au BTS audiovisuel de Montaigu, qui est un bon BTS en plus. Ouais. De Vinci, ouais, c'est ça? Ouais, Léonard de Vinci. L'école de Vinci. Et du coup, c'est là où à la base, t'étais vraiment plus axé son, je me souviens de ça. Et après, tu t'étais un peu plus décalé sur plus la vidéo. Et du coup, je me souviens qu'au début, tu faisais pas mal de petits projets artistiques et vraiment de petits trucs que tu fais pendant les études. Et du coup, après, je sais que tu es parti à Paris, vivre la grande vie. Et du coup, c'est trop cool que tu puisses nous expliquer un peu ce métier qui, en fait, les gens en profitent tout le temps de ce métier-là parce que la télé est partout. Et les métiers de l'ombre. C'est ça, les métiers de l'ombre. Et moi, je trouve ça intéressant de contextualiser et puis d'expliquer ce métier, en fait, que je pense peu de gens connaissent en détail, quoi. Pour vous expliquer, en gros, après mon BTS, donc au BTS, il y avait 5 options. Le son, l'image, la production, le montage. Et la dernière que moi j'ai fait, qui est un peu dur, jusqu'à on dit le terme, c'était technique d'ingénierie et exploitation des équipements. L'option que j'ai fait, donc ça consiste à travailler les métiers de la régie et télé surtout. Après mon BTS, je me suis dirigé vers une entreprise sur Paris qui traitait beaucoup de demandes sur les prestations d'événements sportifs. Quand je dis événements sportifs, ça concerne du coup la Ligue 1, le Top 14, des gros championnats sportifs, surtout français. Et mon poste, quand je suis arrivé dans cette entreprise, ça s'appelait assistant vidéo. Donc assistant vidéo, ça consiste sur une prestation à être sur le terrain et faire toute l'installation terrain, c'est-à-dire des caméras, du poste commentateur, toute la partie technique terrain, on va dire, dans le stade ou... Tout ça relié à une régie et peut-être revenir sur vraiment la base, quoi, genre juste une régie, finalement qu'est-ce que c'est? T'expliquer le circuit peut-être, parce qu'on les voit, les régies, des fois quand il y a des tournages, tu peux avoir une régie mobile, je pense, en camion ou quoi, mais t'as dans des grandes salles des régies fixes. C'est ça. C'est là où tout est centralisé, où il y a le signal qui vient des micros, des caméras qui arrivent là pour être diffusé après derrière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, du schéma du truc, un petit peu? Bien sûr. Du coup, c'est assez spécial dans mon entreprise parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est des régies, mais alors qu'ils sont pas fixes, enfin pas souvent en tout cas. C'est souvent, on appelle ça de la mobile. Et nous, on a des camions régies qui permettent de nous déplacer dans tous les stades ou dans les différentes pièces, les différentes salles de spectacle. Où du coup, on peut déployer tous les équipements pour faire la prestation, tout raccordé à ce car régie principal, donc tous les signaux, tout le workflow, on va dire, c'est-à-dire le cheminement du signal, de la caméra jusqu'au car régie, et après qui est envoyé aux différentes chaînes selon les clients, et voilà. Où tu te situes, tu vois, dans le jusqu'à l'acheminement du signal et la retransmission en direct. Ouais. Il me semble que si tu m'as expliqué un peu, mais tu vas mieux en parler, mais que en gros toi t'as vraiment tout un moment de ta prestation qui est avant l'enregistrement et avant l'événement que tu captes. Et après tu te mets un peu plus en retrait et là après du coup t'es juste là en backup en gros. Ouais. Les prestations se déroulent dans un premier temps où on doit préparer le camion régie et le camion qu'on appelle machinerie, c'est des binômes, enfin ça va ensemble. La partie régie, donc c'est la partie où je suis, le camion. C'est la partie où il y a toute la partie artistique entre guillemets, c'est-à-dire le réalisateur,
les opérateurs pour faire les ralentis, l'habillage, donc les scores, tout ce que vous voyez. Donc il y a tous ces petits postes-là, et moi je suis un petit peu référent de tous ces postes. Et il y a la partie machinerie, on appelle, c'est le camion qui est en binôme avec nous, où là il y a tout notre matériel, les caméras, les pieds, toute la partie matériel, quoi. Donc, dans un camion, il y a des gens et dans l'autre, il y a du matos. C'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu ça le délire. Et en gros, on a toute une partie préparation au stock de l'entreprise, donc qui est située à Paris, où selon les prestations qu'on va faire, que ça soit du handball ou un théâtre ou de la boxe ou du foot, peu importe, on va avoir des besoins différents au niveau matériel. Et du coup, toute cette partie préparation nous permet de nous préparer à la prestation, quoi. Et du coup, forcément, tu fais pas ça tout seul. Vous êtes toute une équipe à faire ça. Ouais. Toi, du coup, tu gères l'équipe ou est-ce que tu es juste un maillon dans... Alors, mon poste, ouais, quand même. En gros, je pourrais dire que je suis un peu capitaine du navire, entre guillemets. Donc, j'ai un petit peu des équipes à gérer. Après, tout le monde connaît son poste. Le mec qui gère la partie machinerie, du coup, doit gérer toute la partie matérielle. Donc, c'est à lui que revient de me dire à moi, dans le camion régie, s'il y a une caméra qui a un problème, un optique ou peu importe. Moi, du coup, je prends certaines unités, donc certains cas régie, mais alors on en a quand même énormément. Et il y en a surtout plusieurs de différents types. Il y a vraiment des petits cas régie qui sont plus adaptés pour des plus petites prestations, on va dire, qui sont vendus moins cher, mais qui sont aussi pratiques pour des questions d'accessibilité, par exemple dans des théâtres dans Paris, où on peut pas se ramener avec des énormes camions régie par manque de place. Ou voilà. Et oui, moi, mon poste, c'est vraiment de faire en sorte que toute la partie terrain, donc c'est-à-dire toutes les caméras. Moi, c'est vraiment plus la partie vidéo pour le coup, mais forcément associée au son. On bosse toujours en binôme. Et donc, toute cette partie arrive au camion régie, qui a un bon routing, c'est-à-dire que ça aille au bon endroit. Et après, ça part dans un câble qui va dans une camionnette satellite et qui, elle, gère la transmission jusqu'à la chaîne. Du coup, s'il y a un problème, c'est de ta faute, quoi. Un petit peu, ouais. C'est un peu ça le délire. Et ça, par rapport aux contraintes des lieux et de ce que vous captez, il y a toujours des solutions. Est-ce que, par exemple, tu vois, ne serait-ce que pour le satellite, je sais pas, moi je sais que j'avais déjà entendu parler des Starlink, tu vois, genre juste avoir du Starlink pour choper du réseau absolument partout, que ce soit diffusé facilement, genre, ou même, tu vois, les interférences que tu peux recevoir dans les micros au niveau du son, tout ça est calculé à l'avance en fonction du lieu, ou est-ce que, évidemment, enfin je pense connaître la réponse, c'est que y a toujours de la prépa sur le lieu où on va, il y a des repérages, il y a tout ça, mais il n'y a pas des fois des endroits, des moments où c'est une énorme galère logistique et technique de se retrouver là-dedans. Tu vois, genre, je sais que tu avais bossé sur le Tour de France, je crois. Ouais. Est-ce que le Tour de France, le fait que ce soit mobile tout le temps, enfin voilà, si tu peux parler un peu des contraintes de déplacement, des lieux un peu dégueux, tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Sur des gros événements, et même sur pratiquement tous les événements, par exemple, tu parlais des fréquences au niveau des micros. Nous, il y a ce qu'on appelle la police des fréquences. Alors, je me souviens plus du nom de l'entreprise, mais qui s'occupe de nous donner certaines fréquences pour les micros. Et du coup, quand il y a plusieurs prestataires, ça permet de respecter les différents canaux de chaque équipe et de pas se brouiller. Parce que si tu tombes, par exemple, avec la même fréquence micro qu'une autre... ou la tour de contrôle d'à côté, ou le camionneur à côté. Donc, par exemple, sur le Tour de France, on a une camionnette satellite qui suit du coup notre camion régie, tout ça. Et surtout qu'on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de chaînes, on a ce qu'on appelle une ZT, une zone technique, où là il y a vraiment plusieurs camions, plusieurs satellites, et du coup effectivement tout ça s'est préparé à l'avance, les gens savent quelle étape, où on va être placé exactement. Et les problèmes du satellite par exemple, c'est qu'il doit souvent avoir un espace dégagé, et selon comment le camion est placé, il doit pointer un satellite dans le ciel. Donc vu que c'est super précis, faut quand même qu'il ait un positionnement dans le mieux sur du plat, que ça soit dégagé, enfin voilà, pour qu'il y ait des conditions optimales. C'est un petit quartier parisien, dans un petit quartier parisien avec des tours à côté et tout ça, genre voilà. Ça fout le bordel. Ouais, alors du coup il y a différentes options, il y a cette partie satellite et il y a également faire transiter le signal par la fibre optique et effectivement dans certains stades où on est battu, ça marche comme ça, on branche notre signal à un caisson. Et le caisson est directement relié via la fibre vers les régies finales. Du coup, tu nous as parlé un peu d'événements sportifs, de théâtre et du coup Tour de France, c'est intéressant. Ouais. Ça t'arrive de faire d'autres types de tournages ? Ouais, franchement, c'est ça qui est assez agréable avec mon travail, c'est que ça peut vraiment toucher à tout. Je peux vraiment faire un peu de tout. Après, tout dépend encore une fois des unités régies sur lesquelles je suis.
Mais maintenant que j'en prends quelques-unes, effectivement, l'éventail est assez large. Du coup, je peux vraiment aller faire du théâtre ou du vélo, après faire une boxe. Je fais également ce qu'on appelle des ECPAD. Ça, c'est les parties plus pour l'État, où ça peut être filmer des discours politiques ou dernièrement, j'ai fait le débarquement à Toulon. C'était l'anniversaire des 80 ans du débarquement à Toulon, où j'ai dû aller sur un navire militaire pour filmer la prestation, pardon. Voilà, c'est assez sympa. Je suis amené à faire des choses des fois. T'as passé le nouvel an avec Macron? Oui, aussi, exactement. J'ai filmé notre cher président l'année dernière pour le nouvel an. Donc ouais, je suis amené à faire vraiment un peu tout et n'importe quoi. Après, forcément, moi, il y a des prestations qui m'ont plus marqué où j'ai eu des petites préférences, parce que il y a forcément la prestation qui joue, mais il y a aussi l'équipe avec laquelle tu es, tout ça. Là, c'est quand même un métier où tu rencontres beaucoup de gens un peu partout, et du coup... Et étant donné que c'est surtout, tu vois, de l'installation, ton taf, pendant le déroulé de la prestation, c'est-à-dire pendant le match de foot, toi, tu peux quand même, comment dire, tu te relâches un petit peu, ou t'es quand même en train de surveiller tout, et t'es tout le temps mobilisé, tu vois. Même tu vas fumer ta clope? Je vais fumer. Alors, si je suis bien, je vais fumer ma petite clope. Je peux aller fumer ma petite clope si tout va bien. Et encore, non, franchement, effectivement, si je fais rien pendant le direct, c'est que tout se passe bien. Mais dans tous les cas, je dois rester au taquet. Bah, oui. Dans le sens où s'il y a le moindre souci, vu que c'est du direct, ça doit être réglé le plus rapidement possible, quoi. Donc, j'ai toujours un œil quand même, que ça soit sur les enregistrements, sur le signal qu'on envoie au satellite. Il y a toujours quelqu'un, et puis c'est des camions où, mine de rien, dans le camion régie, tu as beaucoup de postes, du coup, il y a souvent quelqu'un qui a un petit problème. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc. J'ai l'impression, comme on parle du direct, c'est un sujet de conversation où on gravite énormément autour des problèmes. Et on a envie de savoir tu vois, les problèmes du direct. Ouais, bien sûr. Est-ce que le direct, c'est du vrai direct d'ailleurs? Alors, ça dépend des prestations, mais la plupart du temps, surtout sur les matchs sportifs, c'est souvent du direct. Dans le sport, direct, okay. Forcément, quand je fais du théâtre, c'est très rarement du direct. Il y a souvent du montage derrière. Et c'est la plupart du temps en direct quand même. Oui, tu sais, parce que je sais pas si c'est comme ça en France, mais il me semble qu'aux États-Unis, tu sais, pour éviter les incidents, tu vois, même les attentats, les choses comme ça, j'ai cru comprendre que tu sais, c'était du très très léger différé. Oui. Pour pouvoir couper, tu sais, à l'instant. Si mais ce différé, il se fait en régie finale du coup, avec les chaînes, où effectivement, alors j'ai plus le chiffre exact, mais il me semble qu'il y a 30 secondes de délai. Ou s'il y a s'il se passe la moindre chose, ils ont la main dessus. Okay. Et ils peuvent intervenir, couper le signal ou envoyer une pub, je sais pas trop. Ça m'est jamais arrivé, donc j'ai pas trop. Donc il y a une différence de 30 secondes entre le moment et le moment où c'est diffusé. Je te dis 30 secondes, je pense que c'est à peu près ça, C'est énorme, 30 secondes. Ouais, c'est énorme. Ça laisse le temps justement de pouvoir se retourner en cas de souci, quoi. Et du coup, ça a l'air assez varié. Du coup, c'est vrai que tu fais plein de trucs différents. Ouais. Tu disais juste avant là qu'il y en avait certains qui t'avaient plus que d'autres. Est-ce que t'as des exemples de trucs qui t'ont vraiment marqué, que t'as trouvé vraiment cool? Alors, le nouvel an avec... Non, ça franchement, c'est vraiment pas mon préf. Ce que j'ai préféré pour le coup, alors je suis pas du tout fan de vélo, mais j'ai fait la Vuelta. La Vuelta, c'est l'équivalent du Tour de France, mais en Espagne. Donc le Tour d'Espagne. Et là, pour le coup, j'avais une équipe vraiment le feu, quand on s'entendait super bien tous. Surtout que tu découvres l'Espagne, je suis parti, je crois, à l'équivalent de 25 jours. Bon, tu cravaches beaucoup, je crois qu'en moyenne, j'étais sur du 11-12 heures par jour, donc ça fait beaucoup, avec une journée de congé sur toute la durée, mais c'est une super expérience, parce que tu te retrouves dans des lieux, tu peux te retrouver dans des villes comme Bilbao, ou n'importe quoi, à Madrid, Alicante, tout ça en pleine ville, et également du coup avoir des étapes de montagne où tu te retrouves sur des cols super hauts, où là t'es vraiment en pleine nature. Et tu sors tout le dispositif, il y a la ligne d'arrivée, tout ça. Et j'avais vraiment aimé parce que je pense que j'aime bien l'Espagne de base aussi, et puis on avait une super équipe, c'était un peu la fête, donc c'était cool. Trop bien. Du coup tu voyages souvent, tu vas dans d'autres pays régulièrement? Pas régulièrement, mais oui, il y a un moment où en fait je m'étais intéressé à une partie de mon travail avant que je passe chef d'équipement que je suis actuellement. Quand j'étais assistant vidéo, du coup au tout début, il y avait une partie qui m'intéressait qui s'appelait la HF. Et la HF, c'est les caméras du Tour de France, tout ça, c'est les caméras qui n'ont pas de câble en fait. Donc tout est géré, il y a des émetteurs, des récepteurs. Ceux qui sont sur les motos? Ceux qui sont sur les motos, la caméra hélico, la caméra à la ligne d'arrivée. En fait, faut pas qu'il y ait de câble parce que t'as des vélos partout. Enfin, je donne l'exemple du vélo parce qu'on en parlait, mais il y a vraiment sur plein de prestations de la HF. Et ça, du coup, c'est
j'ai pas mal voyagé avec quand je me suis intéressé à cette partie-là. Parce que c'est souvent, t'es souvent appelé à aller faire des courses un peu partout dans le monde, surtout du vélo, je me souviens. La première fois que j'ai quitté l'Europe, pour l'anecdote, je suis allé faire une course de vélo, c'était le Tour du lac Taiyou, ça s'appelait. Et c'est un lac en Chine, à côté de Shanghai. Ah oui. Et je suis parti 2 semaines là-bas pour le boulot, où j'ai pu voir un petit peu les différents corps de métier de la HF, donc c'est-à-dire la partie équipe moto, équipe hélico, j'ai pu faire un petit tour d'hélico, super sympa. Et voilà, j'ai vu un petit peu toute la partie, quoi. Trop chouette. Trop bien. Ça, du coup, qui dit HF dit batterie et voilà. grosse véloc et tout ça. Et du coup, d'autres galères, quoi, forcément, c'est derrière. C'est ça. Et différentes antennes aussi, selon comment tu vas émettre. Par exemple, pour vous faire un petit peu le workflow, entre guillemets, ça part du coup de la moto, ça remonte dans le ciel. Il y a aussi la caméra hélico qui est dans l'hélico. Et au-dessus de ça, il y a un avion où en fait, qui réceptionne toutes ces données. Toutes les données des caméras moto. Ça va pas direct vers le bas, en fait, ça passe par là. Voilà, ça passe dans le ciel pour après être retransmis vers nous, vers le camion régie, pour réceptionner toutes ces caméras. En influx, du coup, genre c'est là-haut dans l'avion que tu reçois tout et que tu renvoies le truc. Exactement, c'est ça. Donc ça circule comme ça et via des fréquences. D'ailleurs, HF, si je me trompe pas, ça veut dire high frequency. Donc des grosses fréquences pour... Et le camion, du coup, pareil, il a une sorte d'antenne tracker qui permet de toujours viser notre camion régie, qui du coup est assez loin sur des courses de vélo, c'est que t'as quand même énormément de distance. Et des fois, t'as des petits camions relais à droite à gauche qui réceptionnent aussi pour renvoyer. Enfin, c'est assez spécial, mais en termes de logistique, d'ingénierie et tout. C'est vachement poussé, ouais. Et puis, je sais que les camions en régie dans lesquels tu travailles, sans faire de pub et tout, mais ils sont à la pointe quand même c'est vrai que c'est des grosses technologies, bien sûr. Et c'est surtout souvent le matériel que j'ai, c'est du coup un peu spécifique au domaine broadcast, ils appellent ça le domaine télévision, ou par exemple pour les caméras qu'on va avoir ou quoi que ce soit, c'est pas du tout des caméras qu'on utilise en tournage ou sur des clips ou quoi que ce soit, c'est vraiment spécialisé en télé, quoi. Dans le signal. C'est ça. Tu choisis un peu tes projets, ou est-ce que... ça, je pourrais, mais j'avoue que je le fais pas beaucoup parce que je suis assez flex à ce niveau-là. Moi, ça me dérange pas de faire un petit peu de tout. Il y a juste quelque chose que j'ai demandé il y a pas longtemps, c'est de bosser sur le Vendée Globe. Et du coup, ils m'ont mis dessus, donc je suis assez content pour travailler à la maison, quoi. Mais sinon, effectivement, aussi, je leur ai demandé de faire effectivement des plans à l'étranger, si c'était possible, parce que forcément, c'est un peu les meilleures expériences que j'ai eues. Parce que sinon, je suis quand même amené à pas mal voyager avec le boulot, mais surtout en France, quoi. Donc j'ai vu un peu toute la France, peut-être pas tout non plus, mais je suis allé dans pas mal de villes et de villages en France. Et du coup, je voulais aborder ce sujet-là avec toi, parce que toi, l'essence même de ton métier, c'est le déplacement. Ouais. Toi, t'es toujours quelque part, en fait, ou alors à Paris, mais sinon, t'es toujours en déplacement avec ton équipe technique, tout ça. Et nous, avec Léandre, on se fait souvent la réflexion que des fois, les tournages, c'est ultra fatigant. Parce que déjà, t'es loin de chez toi, t'as pas ton rythme, et du coup, toi, comment tu gères, Oui, mais nous, c'est surtout parce que c'est par période. Oui. Ça peut être très longtemps du montage, pendant 3 semaines, on est dans le bureau, tout ça. Ouais. Et après, pendant 1 semaine ou 2, on va enchaîner. Et du coup, t'as pas le temps de t'habituer à ça. Ouais. Et du coup, nous, 3 jours de tournage, on a l'impression que ça fait 2 semaines, quoi. Tu vois, parce que on n'a plus l'habitude, en fait, on est souvent devant nos ordi. Et toi, du coup, ou c'est l'inverse, toi, comment tu le vis, ça? Est-ce que c'est lassant? Est-ce que c'est stimulant? Je suis sûr que c'est plus stimulant quand tu pars en Chine que quand tu vas à Dijon, oui. Bien sûr. Mais après, moi, j'ai pas ce côté-là où j'ai tout à gérer comme vous. Moi, en fait, j'ai des personnes qui s'occupent de ça, à la production, au niveau de mes transports, au niveau de l'hébergement, tout ça, tout est pris en charge, en fait, par mon entreprise. Et ce qui est le plus fatigant, je dirais, c'est plus les trajets, le voyage en lui-même, que ça soit de faire du train ou de la voiture. Ça, c'est ce qui me fatigue plus que le boulot, alors que je pense que c'est une question d'habitude. En fait, je suis habitué à faire des journées avec des très grosses amplitudes. Ça peut être en moyenne du 13 heures, je pense, à peu près, pour chaque prestation. Parce qu'une fois que c'est terminé, il faut tout ranger. Exactement. En fait, quand on arrive sur un endroit, on installe et on désinstalle le soir même. Donc, c'est pour ça que ça fait des énormes journées. Les premiers arrivés et puis les derniers à partir. Ouais, c'est un peu ça. Ça. Et comment j'arrive à dealer avec ça tu t'habitues jamais trop à tous ces trajets, tous ces transports. Après, l'avantage que j'ai avec ce boulot, c'est que du coup, je fais des très grosses amplitudes, comme je disais, sur quelques jours, mais après, j'ai un petit peu de temps pour moi. T'as des breaks. Des fois, je me fais un peu enchaîner. Là, ces dernières semaines,
j'ai fait un peu du 6 jours sur 7. Mais là, du coup, ça s'apaise un peu et j'ai quelques jours. Donc, il n'y a pas vraiment de routine, en fait, à ce niveau-là. C'est toujours... j'arrive à avoir mes moments de repos, voilà. Et niveau de tes plannings, par rapport aux événements, t'es à... comment dire? Parce que c'est des événements qui sont déjà calés depuis le début de l'année. Ouais. Et du coup, comment jongle ta boîte avec ça, tu vois? Est-ce que tu peux te projeter à combien de temps sur tes déplacements? Alors, c'est pareil, par contre, ça, c'est un petit truc un peu chiant, on va dire, avec le boulot. C'est que, du coup, tu réponds en fonction de la demande des clients. Donc, tout dépend des contrats que tu vas avoir aussi. Et ça, c'est encore quelque chose qui ne me concerne pas, entre guillemets. Mais c'est plus comment les commerciaux vont gérer avec les clients pour savoir, telle année... Parce qu'en fait, tout est sous contrat. Par exemple, la Ligue 1, pendant 3 ans, on va la vendre à telle chaîne et telle chaîne va décider de faire bosser une boîte comme moi ou une autre, en fait. Des appels d'offres, en C'est gros, ça, des appels d'offres, tout à fait. Et Oui, mais du coup, ça, c'est calé depuis... c'est longtemps, calé mais pas tant que depuis ça. plusieurs mois au moins. non Ouais, ça dépend, tu vois, des fois ça traîne un peu, et des fois en cours d'année, t'as un contrat qui se finit, donc faut reprendre, mais en général, ça se fait à peu près à la rentrée, il me semble, dans l'été, et puis en septembre, on sait à peu près. Du coup, c'est quoi ton statut? Mon statut, alors moi je suis en CDI dans la boîte, ça va faire 7 ans que je bosse, et c'est vrai que je bosse avec pas mal aussi d'intermittents. Je sais pas si c'est un statut que vous avez parlé sur les autres palabres, mais en gros, je suis pas mal quand je pars en déplacement, imaginons, je sais pas, j'étais à Reims la semaine dernière, je sais pas, on doit être une équipe de, je dirais, 8-9. On va être 2 Parisiens, et le reste sera des intermittents locaux. Donc ça, c'est sympa aussi dans le sens où ça fait travailler un peu tout le monde en France, quoi. Tous les intermittents de chaque ville, vu qu'on va vraiment dans tous les endroits. Ça permet aux gens de faire des prestations, de faire leurs heures et tout ça. Et ça, tu vois, je me demandais finalement, en plus tu gères, tu vois, des gens, il y a des choses à faire, il y a plein de choses à vérifier, à préparer, etc. pendant que tu tournes. Les gens qui sont intermittents, ou même, je sais pas, peut-être des freelances en tout cas qui sont là, enfin en tout cas des gens qui ne sont pas de ta boîte, avec qui tu ne travailles pas tous les jours, quand ils arrivent juste pour une journée, pour avoir un poste ou quoi, des fois ça pose pas des petits problèmes de communication ou juste découvrir avec le stress, entre guillemets, avec un bon stress du direct ou quoi, enfin en fonction du tournage. Est-ce que des fois c'est pas un problème d'avoir quelqu'un avec qui tu n'as pas l'habitude de bosser sur des choses aussi habituelles que tu peux à chaque fois te réadapter à quelqu'un de c'est nouveau? Je pense que c'est un métier où il faut quand même avoir un peu la tchatch, entre guillemets, avoir un bon relationnel. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu rencontres vraiment énormément de gens, que ça soit du coup les intermittents locaux. Mais au final, tu commences à les connaître parce que quand tu retournes dans les villes, tu revois souvent les mêmes. Ça arrive d'avoir des nouveaux, mais il y a toujours des gens pour être derrière. Enfin, tu laisses jamais quelqu'un. De toute façon, c'est ta boîte qui reprend à chaque fois les mêmes avec qui ça s'est avec qui ça s'est bien passé, quoi. C'est ça. Et puis après, ces intermittents-là, peut-être que cette journée-là en question, ils peuvent pas bosser parce qu'ils ont autre chose. Oui. Du coup, là, ils font appel à d'autres personnes. Mais bon, ça pose aucun souci qu'il y ait des nouveaux. Quand du coup ta boîte prend des gens en CDI, c'est pour des postes qui demandent quoi précisément? Pourquoi est-ce que toi t'es en CDI et tu serais pas intermittent pour cette boîte? Quelle question? Alors le côté intéressant d'être en CDI par rapport à l'intermittence, enfin moi je sais que du coup c'était sorti de BTS, donc ça te permet d'évoluer au niveau de ton poste. Par exemple moi quand je suis sorti du BTS, je suis arrivé assistant vidéo, donc la partie terrain. C'est quand même un peu difficile, on se rend pas trop compte, mais il y a vraiment, tu tapes des énormes journées, du coup, comme je vous disais, où t'as vraiment le matériel est lourd. T'as un côté manutention. T'as un côté manu, t'as les optiques de caméra, elles font 40 kilos, enfin, tu vois, les grosses caméras lourdes, donc c'est quand même un peu de manut, c'est un peu dur. Et du coup, c'est parce que je suis en CDI que j'ai pu un peu évoluer et maintenant avoir le poste de chef d'équipement qui est un petit peu le plus haut, entre guillemets, que tu peux avoir sur le terrain, en tout cas. Toute la partie technique, on va dire, c'est pris par mon entreprise, par la boîte. Et la partie artistique du coup qui est dans le camion régie avec moi, ça c'est pris par le client. Ouais, la chaîne télé. Même le réalisateur, c'est lui qui choisit ses équipes de cadreurs. Okay. Et c'est lui qui choisit un petit peu ses équipes. Donc je les connais un peu ces gens-là, mais beaucoup moins que les équipes sur le terrain. Vous êtes une prod exécutive qui s'occupe de l'installation et de la gestion du tournage à travers l'équipement et les moyens techniques. C'est ça. En gros, nous, notre entreprise, c'est les gens qui font appel à nous. C'est pas nous qui allons démarcher vers les gens, c'est plus eux qui font appel à nous parce qu'ils connaissent nos moyens techniques, ils savent très bien que ça fait des années que la boîte... que c'est carré. Voilà, que c'est carré, exactement. Et du coup, tu vis à Nantes, mais tu bosses sur Paris. Ouais, ça va faire
bientôt presque 1 an et demi que j'ai déménagé sur Nantes du coup, mais j'ai gardé mon travail toujours en CDI sur Paris. Ok, donc t'étais à Paris avant et t'es venu à Nantes ensuite? Ouais, c'est ça. En gros, j'ai vécu du coup 5 ans à Paris, 5-6 ans sur Paris et j'ai décidé de décaler pour me rapprocher du coin par rapport à la famille, aux copains et au mode de vie surtout, de rien. Au bout d'un moment, Paris. Forcément. Et du coup, tu continues quand même à bosser là-bas. Voilà. Et tu peux nous parler un peu de ça, pourquoi? Enfin, c'est question de salaire, de milieu. Ouais, bien sûr. Mais, Est-ce que tu pourrais retrouver l'équivalent de ton poste à Nantes, par exemple, ou aux alentours, tu vois? En vrai, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même un métier. Le métier de la télé, c'est quand même quelque chose où tu es vachement obligé d'aller sur Paris parce que tous les plateaux télé sont là-bas. Tout est un petit peu Centralisé. Merci. Sur Paris. Et du coup, effectivement, si tu veux comme moi aller sur Nantes ou quoi que ce soit, la meilleure solution, ça serait de soit trouver un métier à peu près équivalent mais compliqué, ou de passer intermittent. Et l'intermittent permet de bosser avec des boîtes comme moi, du coup. Il n'y a pas de chef d'équipement? Il n'y en a pas en intermittence? Si, aussi. Si, ouais. t'en as aussi, tu peux en avoir aussi. Ok, d'accord. Ouais, parce que je vous disais que c'est quand même plus facile quand t'es permanent pour, en CDI, comment je veux dire, pour grimper les échelons. Mais il y a d'autres personnes qui ont déjà bossé dans des boîtes et qui du coup ont les compétences et qui peuvent se vendre comme tel du coup en intermittence. Ok. Mais chef d'équipement, t'es toujours un peu obligé d'être présent régulièrement avec la même boîte. Et du coup, ça, dans l'intermittence, c'est pas ouf, quoi. Ouais, après, pas forcément. C'est parce que, encore une fois, ça dépend les unités que tu prends. Imaginons, moi, si un jour je pars intermittent, ils pourront pas me mettre sur n'importe quel camion. Je vais être obligé d'aller sur les camions que je connais. Oui, ok. Ils peuvent tenter de te mettre sur un camion que tu connais donc pas. Donc ça mais peut être occasionnel et avec l'intermittence, ça passe, quoi. C'est ça. Mais après, logiquement, quand t'es chef d'équipement, comme moi, je parle d'unité depuis tout à l'heure, mais t'es censé quand même connaître le fonctionnement d'une régie, savoir comment ça se passe, comment utiliser du coup les différents appareils pour envoyer tel signal dans tel écran, ou voilà, c'est un exemple à la con. Mais... Oui, par rapport à ce que tu faisais avant aussi, est-ce que tu te considères globalement comme un artiste? Ou est-ce que maintenant t'es plus... pour toi, est-ce qu'il y a une séparation entre l'aspect technique, artistique Ouais, quand même. Je trouve que... et moi, c'est le petit bémol dans mon travail. J'ai beaucoup de points positifs quand même du fait que ça soit pas routinier, que j'arrive à balader un peu partout, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais c'est quand même vachement différent, je trouve, parce que moi, mon poste est vraiment axé sur la technique, donc moi, c'est plus ça qui prime. Et surtout que sur des événements sportifs, c'est pas forcément ce que tu recherches, le côté artistique. Ouais. À part éventuellement des plans... gros slow motion. Voilà, des slow motion. Le réalisateur qui fait confiance à ses cadreurs, et les cadreurs proposent quelques plans qui sont sympas. Mais sinon, il y a un poste aussi qui s'appelle ingénieur vision. Donc là, ils sont plusieurs. Eux, ils reçoivent chaque caméra une par une. Et en gros, tu fais de l'étalonnage en direct. Donc tu peux quand même avoir ce petit aspect sur certaines émissions où on te demande que l'image pète un peu à une certaine... voilà, ça dépend un petit peu des émissions. Mais sur le sport, en général, effectivement, tu trouves pas cette partie artistique. Et moi, j'avoue que c'est un peu ce qui m'embête un petit peu. Mais surtout, en plus, genre de l'étalonnage en direct, surtout, c'est ce que tu fais un petit peu en ce moment. Ouais, parce que oui, c'est un peu polyvalent. Le poste, oui, ça m'arrive d'en faire ça. Bah ouais, t'as de l'étalo à faire en direct, c'est juste, ça doit rester quand même dans des normes, j'imagine, bien, oui, bien sûr. Bien cadré, tout ça, tu peux pas partir en cacahuète, quoi. Non, bien sûr, il y a... tu bosses souvent sur les mêmes appareils. C'est ce que tu vas faire sur le Vendée Globe, notamment. Exactement. Du coup, tu pourras faire un putain de plan, mec, genre en noir et blanc, hyper contrasté. Ouais, je pourrais vous faire ça, carrément, mais bon. Après, je sais pas, c'est ça. Pendant le plan du départ, mec. Mode barre d'honneur, les gars. Effectivement, je pourrais faire des petits délires comme ça, ouais, mais bon, je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Mais... du coup, tu fais ces choix-là, enfin, c'est toi qui choisis, ou est-ce que c'est eux, Alors, là, pour le coup, alors moi, mon poste, je suis référent de ces gars-là, les ingénieurs vision, et dans les ingénieurs vision, tout dépend du nombre de caméras, mais je sais pas, imaginons tu vas en avoir 3, t'as un référent, du coup, qui fait une image, souvent par rapport à la caméra qui fait le plan large, celle que tu vois le plus en soi sur l'image de foot, celle que tu vois toujours, il fait une image avec les couleurs qu'il veut. Et du coup, toutes les caméras doivent correspondre avec ce qu'il a fait, lui. Au niveau des blancs, au niveau de plein de choses, quoi. Et si ça vous plaît pas, si tu trouves que c'est... Mais ça va, parce que le client a pas trop... à moins que tu fasses vraiment de la merde, le client est pas souvent derrière ton dos pour te dire « Ah là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Parce qu'il y a aussi une histoire des écrans dans le camion, s'ils sont étalonnés ou pas. Parce que il y a un écran qui peut être super bien étalonné, mais celui à côté, du coup, t'as la même image, mais il est rouge. Tu dis, c'est quoi ce délire? Mais enfin, il y a cet aspect-là aussi où il faut faire attention, quoi. Mais surtout, genre, alors, je connais pas trop ces caméras-là ou quoi, mais
ne serait-ce que même l'étalonnage rattrape peut-être les conditions météo qui changent, genre Oui. un gros nuage qui passe devant le soleil, genre le stade il devient Exactement. tout noir, tout sombre, genre du coup même l'exposition des cadreurs et tout, c'est sur le tas que ça se fait, que ça se réajuste, ou c'est derrière à la réception, à l'étalonnage que vous réajustez un petit peu et vous avez de la marge. Bah alors encore une fois, ça dépend. Alors si je reviens sur les caméras HF qu'on disait tout à l'heure, là les gars des fois, quand on a des problèmes de réception, parce que c'est pareil, normalement tu gères sa colorimétrie, l'ouverture du diaph, tout ça. Et des fois quand c'est un peu compliqué au niveau des liaisons, les mecs Ouais. prennent la main directement sur la caméra et font leur diaph eux-mêmes. Voilà, ils ont quand même cette main-là. Après, Ce qui en soi est genre la base pour un cadreur, tu vois, genre juste de C'est ça. changer l'expo. soit ses filtres ou quoi que ce soit, ouais, c'est ça. Du coup, c'est vrai que tout est réceptionné et puis au niveau de la colorimétrie et aussi, sur des matchs de foot, par exemple, tu fais un match de foot à 15h, c'est ensoleillé mais nuageux, t'as des gros nuages qui passent. Et donc du coup, tu peux avoir une moitié de terrain Ouais. dans le sombre et l'autre partie, voilà. proche. Donc tu dois dealer avec ça selon comment tu suis le ballon. Et ça arrive pendant le direct, quoi. Voilà, et c'est des choses, moi je fais beaucoup plus attention maintenant vu que je bosse là-dedans. Quand je les vois des fois, les mecs, je fais mais qu'est-ce qu'ils font? Alors que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le remarque. Mais c'est vrai que t'as beaucoup plus l'œil quand tu regardes ça, quoi. Tu te dis pourquoi. C'est à force d'en faire en fait, je pense. Ouais, pourquoi ça switch C'est ça. Le plus jeune Léo qui a commencé à se lancer dans des études d'audiovisuel, tu voulais déjà vraiment te spécialiser en technique ou à la base t'avais plus peut-être des envies artistiques, tu vois, plus des... Oui, pourquoi pas de faire des courts-métrages, devenir ingénieur du son, Ouais. mais pourquoi pas sound designer, enfin tu vois. Ouais, effectivement, après l'audiovisuel, t'as un éventail super large et moi c'est vrai que c'était le son qui m'intéressait, le spectacle vivant, donc forcément tu traites que de l'artistique, enfin pratiquement, sauf si tu fais des conférences ou quoi que ce soit, mais bref. Et donc du coup c'était ce côté-là qui m'intéressait, la partie spectacle vivant, tout ce côté artistique. Après, de moi-même, j'ai jamais voulu être acteur de ça. J'ai toujours bien aimé être technicien de l'ombre entre guillemets et connaître surtout la technique, comment c'est fait. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ça me permet d'avoir un œil différent. Cet aspect artistique, du coup, ça te manque? Un petit peu, ouais. Tu t'aimerais peut-être te diriger vers des trucs un peu plus artistiques ou est-ce que tu vas... Ouais, à terme, peut-être. Pour l'instant, ça va, je suis quand même bien où je suis. Puis pour revenir un petit peu à ta question de tout à l'heure, le fait d'être à Nantes et quand même d'avoir un boulot à Paris, du coup j'ai un salaire parisien, donc ça va, je suis à ce niveau-là, c'est cool. Donc j'en profite un petit peu parce que c'est vrai que c'est ce côté vraiment noir du boulot, c'est effectivement ces trajets. Et moi, le fait d'habiter à Nantes, en plus, j'ai ce trajet-là à faire en plus à chaque fois, quoi. Donc des fois, surtout que c'est un métier du matin, donc faut que tu sois la veille. Ouais. Enfin, donc maintenant que tu vis plus là-bas, ouais, c'est ça. Et encore une fois, ça dépend, parce que tu peux très bien faire des tournages où c'est rendez-vous. Là, j'ai fait un hippodrome il y a pas longtemps, c'était rendez-vous à 6h du matin pour filmer les courses de chevaux. Là où les 6 chevaux heures ils du- meurent. Ouais. Exactement. Et après, ils sont contents de se défouler, hein. Ça aime courir, les chevaux. Ils sont achevés sur le. Ouais, non, j'avoue. Ça arrive pas. C'est lui qui. Non, ouais, j'avoue, Racontera l'anecdote je suis un petit peu chat noir là-dessus, mais bon, c'est vrai que c'est un milieu qui m'intéresse pas forcément. Mais du coup, tu commences à 6h, tu finis à 17h. Bon, c'est des journées où ça va. Après, ça m'est arrivé de faire des journées où je commence à 22h et c'est nuit blanche jusqu'à 11h du matin, quoi. Il y a ça aussi. C'est toujours flex, t'as jamais les mêmes horaires, tu fais jamais la même chose, quoi. Donc, Et du coup, t'as ce confort ou méconfort, entre guillemets, mais du coup, ce sera un peu enfin, tu t'auras peut-être peur de perdre aussi tout ce que t'as... c'est ça. Si tu fais changer. Ce côté pas de routine, il est à la fois bien et pas bien. Il est à la fois bien et pas bien parce que moi ça me permet de pas me dire à chaque fois putain je vais au boulot, je vais refaire la même chose. T'as ce côté où tu vois plein de choses. À chaque fois je redécouvre mon métier, quoi. Je fais toujours des choses différentes même après 6-7 ans. Et ce qui me ferait un peu plus peur, je pense, c'est ce côté routine d'être dans un bureau de 9h à 17h. Ça peut arriver, hein, mais pour l'instant je suis pas prêt à ça en tout cas. Est-ce que t'as des petites anecdotes de pires projets sur lesquels t'as bossé, des trucs méga chiants, méga horribles Il y en a, ouais. Il y a les pires projets, il y en a. Après, des anecdotes un peu drôles et qui étaient un peu bizarres. Alors, ça remonte il y a quelques années, je pourrais pas vous dire l'année. Mais j'avais fait un tournoi de boxe à Levallois-Perret où en fait, à ce moment-là, je faisais du son et j'étais perchman en bord de ring. Du coup, super impressionnant quand même. T'es dans une salle qui est remplie. Tu te retrouves avec des marmules à côté de toi, les mecs. C'est vraiment hyper impressionnant. Et c'était super sympa. Et alors, du coup, le dernier match, c'était deux personnes qui devaient se connaître un petit peu. C'était un petit peu chaud déjà dans le public. C'est un peu des zinzins d'espace. Moi, j'avais jamais fait de match de boxe, mais c'est un peu particulier. Et en fait, à la fin, c'est un petit peu parti en couille. Il y a eu une sorte d'envahissement de la salle. Ah ouais. Parce que du coup, t'as le ring. Juste autour du ring, t'as une sorte de carré VIP. Et après, t'as les tribunes.
Et du coup, bah, il y avait plein de gens autour du carré VIP qui voulaient rentrer. Enfin, c'était un peu chaud. Moi, j'étais avec ma pauvre perche un peu comme un con, quoi. Et du coup, ils ont réussi à passer, les mecs. Et là, c'est parti. Les boxeurs sont descendus du ring. Ça a commencé à se la mettre à droite, à gauche. Ah ouais. Et c'est parti en baston de western, quoi. T'avais des chaises qui volaient dans la salle. Et moi, j'étais comme un con avec mon micro en bord de ring. Et ça s'est fini avec les flics qui sont venus gazer tout le monde. C'est la première fois que je me suis fait gazer de ma vie, d'ailleurs. Ah ouais. Pendant le taf. Super agréable, quoi. Et tu t'es arrêté de bosser à quel moment finalement Moi déjà j'étais un peu avec ma perche en mode purée s'il y en a un qui arrive au cas où j'ai une perche dans les mains quoi. Et au final j'ai eu le réflexe, je l'ai balancé sous le ring la perche et après j'avais mes collègues au niveau des ordres de camarades, j'avais mon casque qui me disait Léo on se rejoint au carré régie, on s'est retrouvés là-bas et ça s'est un peu calmé derrière, mais voilà, ce genre de choses qui peuvent arriver. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a une vidéo. Hein, ouais, il y a une vidéo. Mais je sais plus en quelle année c'était. Est-ce que c'était retransmis Ouais, bien sûr. Oui, ça a été retransmis. Je sais même pas si ça. Bon, pas sûr qu'ils en aient parlé aux infos, mais. Mais c'était ultra vénère. Ouais, c'était. Quand je dis bataille de western, c'est vraiment ça. Genre, j'avais des chaises qui volaient au-dessus de ma gueule, quoi. Genre, c'était un truc. Ah oui, de saloon, genre. Oui, en mode. De saloon, oui, pardon. Dans le sens là. Après, c'est tout gazé de partout et tout. Tu vois les mecs en mode en train de tousser et tout ça. Ouais, c'était un peu spécial, ouais. Donc, des fois, t'as des prestations comme ça. Moi, c'est des souvenirs un peu drôles, finalement, parce que il m'est rien arrivé, je pense, mais. Et parce que t'avais pas un poste à responsabilité aussi. Enfin, c'était pas à toi de dire. Il y avait ça aussi, effectivement. Ouais. Effectivement, mais en soi, c'est pas parti en couille à cause de problèmes techniques, quoi, tu vois. Non. C'est plus lié au public, et ça arrive plein de fois. Pareil sur des matchs de foot. C'est un public de boxeurs, quoi. Ouais, c'est ça. À base de tue-le. Bon. un peu violent, quoi. Ce serait quoi, à terme, tes envies pour le futur, tes objectifs un peu plus lointains Pas faire de la merde sur le Vendée Globe. Ouais, déjà, en très proche, ouais, ça serait ça. C'est quand même de rester dans le même milieu, ou est-ce que t'as des aspirations alors moi j'aime beaucoup le domaine de diesel, j'ai toujours kiffé, donc je suis vraiment bien. Moi, ce qui me dérange un peu plus, à la limite, ça serait le fait de faire mes allers-retours à Paris, donc de trouver un truc plus dans le coin. Donc soit trouver une petite boîte ou en intermittence, je sais pas encore, franchement c'est des choses qui me paraissent un peu loin, mais et éventuellement plus de bosser dans de l'artistique aussi, pour le coup, ce qui me manque du coup dans mon travail. Mais maintenant que je connais bien la vidéo, qui est un secteur dans lequel je voulais pas forcément partir, et que j'ai appris à aimer, je sais pas. J'aime bien ce côté un peu polyvalence de toucher à tout, mais alors après le problème avec ça c'est que du coup tu n'es pas maxi efficace dans un domaine quoi, donc faut que je fasse un peu gaffe à ça, mais franchement je sais pas. Ouais. Peut-être rester dans le même milieu mais se spécialiser sur un truc spécifique où il peut y avoir un petit peu plus d'artistique. Après on sait pas, hein, peut-être que je vais craquer mon slip et je vais vouloir ouvrir une guinguette ou ça rien. Hein. Je sais pas du tout. On n'est pas à l'abri. Il y aura du bon son en tout cas pour les concerts. Exactement. Du coup on va pouvoir passer au petit jeu de Martin. Yeah. Ok. Vous êtes prêts ? Oui, Martin. Ok, donc mon jeu, j'aime pas. Mon jeu, je l'ai intitulé le direct ou la mort. Okay. Parce que nous enregistrons cet épisode le jour d'Halloween. Et donc vous allez devoir deviner des incidents arrivés en plein direct. Je vais juste vous donner une date. Et après, je vous donnerai des indices pour vous aider à trouver l'incident. Genre histoire. Oui, on parle de la vraie vie. De la vraie vie qui sont vraiment arrivés. Des incidents un peu creepy, justement. Et du coup, comme on est Halloween aujourd'hui, certains sont un peu macabres. Il faut trouver quoi, du coup ? Je vais vous dire, pareil, on va faire le premier. Non. À votre avis, que s'est-il passé le 28 janvier 1986 en plein direct aux États-Unis ? 86. C'est l'un des incidents les plus célèbres du direct. Ouais, mais j'en ai un, mais je pense. C'est plus tard. Enfin, c'est plus tôt. Ah, c'est pas le serial killer qui était... Non. 86. Ouais. Donc à la télé américaine. C'était on a le droit de te poser des questions pour... Ah oui, carrément. C'est le but, c'est une chaîne d'information. C'était en direct sur toutes les télés américaines. Ok. C'est un événement mondial. C'est pas politique. Sportif ? Non. C'était pas un talk show ou un jeu à la con ? C'est un événement particulier. Ok, c'est une fête nationale. Non, qui a lieu assez rarement. Et puis ça doit être un truc, j'allais te dire un présentateur qui s'est pris un projecteur sur la gueule, mais ça doit être un peu plus... C'est une tentative d'assassinat ? Non. Celui-là, il est moins Halloween que les autres, quoi. Pour pas que vous partiez dans des trucs serial killer et tout. Je l'ai pris comme premier exemple parce que c'est vraiment un truc hyper connu. Est-ce que c'est en lien avec un truc connu historique ? Ah oui, Est-ce que c'est une captation d'un truc de 86 oui. Genre une sorte de Jeux Olympiques, un truc comme ça? Non, mais on est un peu dans la même veine que ce genre de choses. Du monde, quoi. Genre, mais pas dans le monde du sport. Bah, c'est pas sportif, c'est pas politique. C'est pas sportif, il fait un gros événement.
Et c'est difficile, genre sur toutes les chaînes, donc c'est vraiment très important. C'est pas politique, c'est pas un truc présidentiel, des élections, des trucs comme ça. Pas du tout. C'est pas sportif, C'est c'est pas sportif. les JO, la Coupe du Monde ou des trucs Non. comme ça. Un concert? Non. C'est ciné du coup, un peu. Non. Attends, il y a quoi à la télé à part, Ouais, y a quoi, à part de la politique, de l'actualité Bah, quand C'est il y a leur ces moments-là à la télé, c'est Ah, c'est un décès? c'est Un grand dessin mondial important. au début et ça devient de moins en moins mondial, mais en tout cas sur les chaînes nationales, c'est L'Eurovision. non, c'est pas artistique, c'est pas Et sportif. c'est pas un Et c'est enterrement. pas- Il a dit un décès, non. non, c'est bon, pas un décès. Non. Couronnement. Ça C'est- concerne, ça concerne plusieurs personnes ou une Ça personne concerne une avancée scientifique. Bah, le pas sur. Bah non, parce que c'est 69 le pas sur la Lune. La découverte d'un vaisseau alien. Non. C'est un truc. Ah, c'est un décollage de fusée qui a pété devant tout le monde. Oui. Ouais, Ah, Ouais, de ok. ouf. Ah ouais. C'est l'explosion de la navette Challenger en plein Ouais, direct, Challenger, de ouais. ouf, de qui est ouf. due à une fuite de gaz et qui a Mec, provoqué l'explosion. J'ai de vu les l'engin. images de ce Oh truc-là la et c'est vache. horrible parce que t'as tout le monde à Houston, Texas qui est en train de regarder, tu sais, genre t'as les familles qui sont en train de regarder leur mari et père astronaute en train d'exploser, quoi, genre dans le ciel, c'est Mm. ignoble. Bah, ça a marqué la télévision Ouais, je américaine. comprends. Bah ouais. Et les images, elles sont magnifiques. Voilà, magnifique. Ok, donc j'enchaîne. Que s'est-il passé le 15 juillet 1974? Qu'est-il arrivé à Christine Chubbuck? Elle s'est suicidée en live television. Ah. C'était une présentatrice télé. Il y a un film sur sa vie qui s'appelle Christine. Il est. C'était C'était en quelle année? J'ai même pas le temps de capter. Le 15 juillet 1974, bah, du coup Ok. j'explique. Il n'y a pas eu de game. Du coup en fait, Christine Chubbuck, c'est une journaliste et présentatrice de la station de télévision On s'en branle, qui s'est suicidée en direct le 15 juillet 1974. Et en fait, elle a introduit son suicide en disant « En accord avec la politique de Channel 40, qui est de vous apporter les toutes dernières nouvelles sanglantes et en couleur, vous allez assister à une autre première, une tentative de suicide en direct. » Elle a ensuite sorti un revolver et s'est tiré une balle en plein milieu de l'émission. Genre en plein direct. Et en gros, c'était pour protester contre les conditions de vie des journalistes et tout. Il y a un film du coup dessus qui s'appelle Christine avec Rebecca Hall. Qui C'est est- ça. qui est Du très coup, on cool. est spoilé de la fin. Bah, c'est une histoire vraie, hein, de toute façon. Fait chier. Et Parce cet que- événement. Parce que Christine, j'ai vu le film, c'est une voiture qui. C'est pas le même Christine, ouais. C'est une putain de voiture, elle suffit pas. Je comprends pas. Que s'est-il passé en direct à la télévision le 5 juin 1968? Kennedy assassinat. Oui, mais j'ai besoin de plus. Parce que c'était pas en direct. C'est un piège, cette question. C'est Kennedy qui se fait assassiner, mais c'est pas en direct. Attends, il y a un autre C'est un truc qui se rapport- passait c'est un en rapport direct. avec- son assassinat C'est vraiment un petit piège. C'est un rapport avec son assassinat, donc. C'est pas son assassinat. Ah, c'est La le tentative d'assassinat la veille ou un truc comme ça, non? Non. C'est son frère qui s'était fait. C'est son frère qui s'est fait assassiner, ok. Ah, Parce qu'en fait, le John Kennedy, Ouais. c'était pas en direct. d'accord. C'est des vidéos que les gens ont filmé, la vidéo hyper connue qu'on a tous vue à l'école. Ouais, bah, Non, en les gens, gros, ce c'est qui quoi. s'est passé le 5 juin 1968, et ça c'est en direct, c'est qu'il y a eu l'assassinat de Robert Kennedy, car son discours de victoire, diffusé en direct, a rapidement laissé place au chaos de la fusillade. Mais on le voit pas mourir, c'est juste qu'il y a eu scandale après, parce qu'en fait la télé a rallumé et l'a montré au sol en train de se faire soigner. Et il y a vraiment des images en direct de lui qui est en train de crever. Ah ouais. Et ils ont pas coupé le direct. Et en fait, il y a eu un peu des plaintes sur ça, en mode bah fallait respecter ses Ah bah ces oui, derniers ouais. moments, quoi. Ça Genre serait le plus mec trop est en train de possible, mourir. ouais. Mmh. Voilà, donc ça a fait avancer aussi la télé. Voilà. Alors que du coup, c'est tout à fait l'inverse maintenant aux États-Unis. Genre, c'est plus il y a du trash et du gore, et bah, genre, il faut aller filmer ça parce que Ouais. les gens aiment ça, quoi. Bah mais je sais pas. Les gens aiment ça parce qu'on Imaginons leur montre Trump, ça. Trump serait mort là pendant cette Et tentative. on aurait eu des images de ça, mec. On Mais aurait eu des des images images- en boucle, mec. Bah, des images des réseaux sociaux, mais la télé elle aurait coupé, mec. CNN, bah, le film Night Call, justement, parle hyper bien de ça. Moi je pense qu'ils auraient Avec Jake coupé. hein. Gyllenhaal Ah, et mais c'est tout, pas- justement, c'est pas- les c'est pas chaînes du qui direct. demandent à aller chercher. C'est pas du direct. Ouais. C'est pas du direct, Cédric. Ouais, ou plus tu vois plus des images à la limite ou des séquences où tu vois la personne tu sur vois- un brancard. Ou Tu je sais vois pas trop. après, ils disent ce contenu peut heurter la sensibilité, mais le direct ils doivent couper parce que tu peux avoir des enfants. Enfin bref. Ouais. J'entends. Avant-dernière. Et lui, c'est vraiment un incident de direct, il n'y a rien de macabre, mais c'est marrant.
Que s'est-il passé le 3 février 2013 Où ça, ouais. Aux États-Unis. Aux États-Unis. 2013. C'est une date qu'on est censé connaître du coup. Non, Il y a mais 11 posez ans. des questions. Bah, tout à l'heure, vous avez réussi à trouver. Il y a eu en un posant des événement questions. sportif. Oui, un événement sportif En direct à la télé? en direct à la télé. C'est pas Boston Ah oui, Marathon de Boston Non. L'attaque de Boston. Non. Il y a rien de Il y a rien violent. d'attentat. Là, c'est vraiment un truc de de gros gogol. ouais, de régisseur ou d'ingénieur, tu vois, qui a fait de la merde. Pas un micro qui est resté branché sur un commentateur pendant un match ou... Non. Parce qu'il y en a des compiles Ouais, de mecs ouais, grave. Non. où ils pensaient que c'était coupé ou que c'était pas à l'image ou quoi. Et genre... En fait, l'incident, il est assez banal. C'est juste que faut pas que ça arrive à ça, quoi. C'est arrivé à une célébrité? Non, un événement. Juste un événement. Le Téléthon, quand il y a... Non, c'est aux États-Unis. Ah oui, putain. ok. Tu sais, quand il y a les gosses, Téléthon, les trucs kids, là, les United Kids, quand ils chantent au Téléthon et qu'ils disent à tous de se lever pour... Ah oui, aux handicapés. ouais. Ça, c'est Ce du genre de- viral et tout, tu vois. genre, c'est ouais. C'est quoi le plus gros événement sportif de Les la JO? planète C'était pas les JO, la Coupe du Monde. Non, le Super Bowl. Oui, Ah oui, aux États-Unis, En c'est ça. 2013. c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis au Super Bowl 2013 Ah, c'est pendant le concert d'une des personnes, il s'est passé un truc. Le son s'est coupé. Parce qu'il y a beaucoup de gros concerts là-bas. Et le chanteur s'est cassé la gueule et c'est en playback, c'est que ça Alors, attends, continue. c'est non, la non, scène, c'est pas ça. la scène où il y a les chanteurs, je crois que c'est en plein milieu du stade, ils ont pas réussi à la redéplacer, du coup elle est restée bloquée au milieu du stade. Non, mais ça s'arrêtait pas. Ah, non. Non, en gros, je vous le donne. Pendant le Super Bowl 2013, il y a eu une panne de courant dans le stade et elle a duré plus de 30 minutes. Ah ouais, Et c'est wow. le truc où il y a des milliards de personnes qui regardent le Super Bowl. Tu vois. Et puis même dans le stade en plus, tu vois rien. Et, là, bah, Sueur, et du mec. coup, Léo, explique-nous quel serait ton état de panique s'il arrive ça en live au Super Bowl. tu vois. Ah bah quand nous on peut rien y faire au bout d'un Ouais. moment, Oui, après, c'est pas de ta quand faute. c'est quoi. dans le stade. Puis bon, après je pense que c'est plus chiant pour les gens qui sont dans le stade ou qui sont dans le noir. C'est ça. Pour le coup, moi Il y je a serais pas dans le des- canyon d'origine donc ça devrait aller quoi. Il n'y a pas des générateurs, des trucs. Je trouve ça ouf, moi, que ça Si, arrive. normalement c'est ondulé, bah t'as des trucs, mais Ouais. alors ça pour des grosses puissances comme ça, des gros projecteurs là, J'ose espérer que c'est un petit accident humain, tu vois, genre Oui. juste un petit mec qui a fait le mauvais truc au le mauvais petit moment. papy bénévole qui a pensé couper la lumière, tu vois, et sur le compteur général. C'est genre. grave aussi, ça c'est grave aussi. Voilà. Que s'est-il passé le 26 août 2015 Aux États-Unis. Ouais. Mais c'est là-bas où il se passe tous les trucs. Ouais, ça. Et là, on rebascule un peu dans un peu le glauque, quoi. C'est une tentative d'assassinat. Oui, mais pas une tentative, hein, Ah, c'est- une réussite d'assassinat. D'accord. Mais c'est Sur quoi C'était sur une célébrité? Non. C'était un politique et c'était pas un truc de l'ONU ou un truc comme ça, et genre c'est un... Ah non, parce qu'il y a une image justement d'un mec à l'ONU il y a un mec qui monte sur scène et il lui met le flingue, et sauf que le coup il part pas. Du Non, coup il se c'est fait pas coucher par terre par la C'est pas ça. Là, c'est pas du tout des personnes célèbres à qui c'est arrivé, c'est juste que c'était un peu la première fois qu'il y avait ça, et ça a beaucoup bouleversé Quand le- l'Amérique et le monde, et Quand le- surtout quand- avec les réseaux sociaux. Quand le Joker il a tiré sur Robert De Niro. Ouais. De ouf. Oui, oui. Je pense en plus on passe pour des cons. Je pense que les gens qui écoutent le podcast ils doivent Non, Hein non, pas du tout. C'est pas, c'est pas obvious du tout. Ok. C'est pas des gens connus. hein. Oui, c'est pas qui est mort, c'est le C'est- contexte quoi. genre. c'est ça, c'est Est-ce que l'événement. C'est un mais- assassinat quoi, il y a arme blanche, il y a une arme dans le. Il y a eu un assassinat, ouais. Arme blanche du coup sais pas. Non, Attentat? C'est pas un Non. attentat? Genre c'est des images qu'on a vues du coup. Potentiellement. possible. Moi, je les avais pas vus. Ça a été viral, ouais. En live en direct à la télé? Oui. Et c'est pas une histoire. Ouais, non. J'allais dire un policier qui a abattu. S'il y a pas un Ouais, peu de je pense pas, racisme. ça. Non, c'est pas ça. Ouais. Bah, je vous le donne. Bah vous donne des indices. Bah, les deux personnes qui ont été assassinées, ça touche un certain corps de métier. C'est avec cet assassinat-là qu'il y a eu vraiment des questions posées sur ça, en fait. Et C'est dû à leur métier qu'ils se sont fait assassiner. oui. C'est des flics? Non, c'est pas des flics. C'est des gens qui Bah, c'est aident des les gens gens. qui étaient filmés de toute façon dans tous les cas. Oui, c'est des gens qui étaient filmés. J'allais dire, tu sais, c'est des profs, genre. Et ils sont pas connus donc ça peut pas être des présentateurs ou des trucs comme ça quoi. Ah. Présentateurs télé? Enfin oui, c'est des... Ah, mais c'est aux États-Unis, genre. Moi, je vous le donne, t'as un peu trouvé. En gros, c'est deux journalistes, le caméraman et la journaliste et la présentatrice. Ils ont été abattus en direct alors qu'ils réalisaient une interview pour la station WDB-J7 en Virginie. Et en fait, ils ont été assassinés par un ancien employé de la chaîne qui connaissait leur
leur parcours, qui avaient accès à leur parcours en fait, et qui voulaient se venger de la chaîne en question qui l'avait viré. Et il a débarqué sur le tournage de l'interview et il les a assassinés balle dans la tête en plein direct. Et en fait, ça avait fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux, genre vraiment une vague avec les images graphiques et tout de l'assassinat, tu vois, des gens qui hurlent et tout. Et du coup, après, ça avait créé un vrai débat public sur la sécurité des journalistes aussi, parce que ça arrive souvent, pas aussi gravissime que ça, mais tu sais, ça arrive souvent, tu sais, que les journalistes, ils aient des problèmes, tu vois, parce que souvent, ils sont à des endroits où on n'a pas envie qu'ils soient, et du coup, ça a créé débat sur ça, sur est-ce que les journalistes doivent être, tu sais, encadrés par des gardes du corps, des trucs comme ça. Puis tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le fait de relayer ce qui se passe sur l'endroit et tout ça. Et aussi sur la violence armée aux États-Unis, que du coup, le tueur, il a pris la fuite, mais il s'est blessé j'ai pas les détails, mais il s'est blessé dans la course-poursuite avec la police, et il est mort à l'hôpital des semaines plus tard de ses blessures. Ok. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur uppercut-collectif.com ainsi que sur toutes vos plateformes de streaming préférées. On espère que c'était agréable à écouter. C'était Cédric, Léandre et Martin, et du coup avec Léo cette fois. Merci les gars, c'était cool. Merci. Puis merci Léo. Merci pour l'invitation les gars, c'était chouette. Merci. Merci mon petit poulet. Ciao. Ciao.